Non, non, vous ne rêvez pas, DaVinci Resolve sur un iPad. Je sais, c'est dingue, mais est-ce que c'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est un peu un gadget? C'est de ça dont on discute aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve sur PC, Mac ou iPad apparemment maintenant en particulier. Elle était longue cette phrase. Tout le monde a été très surpris lorsque dans la vidéo d'annonce du nouveau iPad M2, il y avait des présentations de DaVinci Resolve sur iPad. Alors que c'était même pas encore sur le site de Blackmagic. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Voici ici quelques images. Là on peut voir ici une version de la page Edit sur un iPad, ni plus ni moins. Voilà quelques petites images. On retrouve vraiment, apparemment, en tout cas visuellement, toutes les icônes qu'on connaît de la page Cut. J'ai dit la page Edit tout à l'heure, c'est la page Cut, je sais plus. Enfin bref, c'est sur la page Cut. Et oui, ça a l'air effectivement de la page Cut, vraiment dans toutes ses fonctions, mais également la page Color, et qui n'a pas l'air vraiment réduite, loin de là. Si ici vous voyez ici l'entièreté des icônes, des fonctions, et c'est parce qu'elles y sont, oui c'est assez logique, hein. Mais on retrouve même des choses du type Magic Mask, Object Mask, donc des choses qui sont quand même assez poussées, assez évoluées, qui demandent beaucoup de puissance, et ça aussi, c'est sur l'iPad, donc on n'est pas vraiment face à une version édulcorée, comme c'est le cas souvent de ces programmes qui sont mis sur l'iPad, ou cette version très bof. Là, on dirait vraiment, en tout cas, que par rapport à la page Cut et par rapport à la page Color, on retrouve quasiment, j'ai l'impression, l'entièreté des fonctionnalités. Bon, ça déjà, c'est assez incroyable. Se dire qu'on peut monter avec un logiciel professionnel du type de DaVinci Resolve sur un iPad, c'est complètement dingue. Alors, qu'est-ce que nous dit DaVinci Resolve sur cette nouvelle version? Alors voilà ce qu'on en apprend. D'une part, donc, il y a effectivement la Cut Page et la Color Page, que c'est optimisé pour les iPad Pro de 12.9 pouces, donc les plus gros iPad Pro. Donc voilà, faut pas a priori compter forcément sur utiliser DaVinci Resolve sur un plus petit iPad. Peut-être que si, mais en tout cas là il dit que c'est optimisé pour, donc j'imagine que ce sera un petit peu la galère si on a quelque chose en dessous d'un iPad Pro de 12,9 pouces. Ensuite, on parle de jusque 4 fois un rendu en Ultra HD, donc en 4K ProRes, donc 4 fois de performance, d'amélioration de performance avec la puce M2. Ça, c'est génial, parce que c'est 4 fois plus que quoi? 4 fois plus que quoi? Ça n'existe pas. Moi, je suis 4 fois mieux. Non, 4 fois mieux que quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Donc on a une performance qui est 4 fois meilleure. Débrouillez-vous avec ça. Ensuite, nous avons un support de l'Apple Neural Engine Features in DaVinci Resolve. Donc en gros, on peut utiliser tout ce qui est puce d'intelligence artificielle, ce qui est quand même vachement utilisé par DaVinci Resolve, donc ça c'est très bien, puisque tout ce qui est Object Mask, tout ce qui est, enfin plein de fonctions qui sont surtout disponibles dans la version Studio, donc dans la version payante, sont utilisables avec cette puce M2, donc ça c'est quand même assez génial. Donc c'est là qu'on sait qu'on n'a pas affaire à une version édulcorée de DaVinci Resolve, mais vraiment avec la version avec toutes les fonctions pro, donc ça c'est vraiment super. Très important ensuite, c'est compatible avec les fichiers projets de DaVinci Resolve 18. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque ça veut dire que vous pouvez monter quelque chose sur votre Mac ou sur votre PC chez vous, et puis partir en déplacement, transférer simplement votre projet et vos fichiers, évidemment, peut-être en version proxy, sur votre iPad, et continuer à faire le même montage, puis revenir chez vous, refaire le transfert inverse, et donc comme ça passer d'une machine à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire que du montage sur l'iPad ou que du montage sur le Mac, c'est les mêmes fichiers projet. Ça, c'est extrêmement important et très intéressant. Donc là, bon point. Ensuite, il y a un support pour l'utilisation multi-utilisateur via le Blackmagic Cloud. Donc en gros, si vous avez un petit peu suivi le Blackmagic Cloud, c'est un cloud offert par Blackmagic, enfin offert, c'est payant, c'est 5 € par mois, ce qui est vraiment pas cher pour n'importe quelle library, donc database, comme on disait avant, donc un ensemble de projets, 5 € par mois, et donc ça permet à plusieurs utilisateurs d'avoir accès à ces projets. Donc ça veut dire que si vous êtes sur votre Blackmagic Cloud avec votre Mac PC et d'autre part votre iPad, c'est sans arrêt synchronisé. Donc vous pouvez tout à fait, il n'y a même pas besoin de faire des transferts de fichiers, vous pouvez travailler sur le même fichier, et on peut même
même travailler en même temps sur le Mac et sur l'iPad, travailler sur le même fichier en même temps. Par exemple, il y en a un qui travaille pour l'instant sur l'étalonnage et l'autre travaille sur le montage. Aucun problème, vous pouvez travailler en parallèle. On annonce un support pour le H264, le H265, le ProRes et les fichiers Blackmagic RAW. Donc c'est super parce que ce sont des formats extrêmement utilisés et tout à fait pro. Et on peut se dire, tiens mais c'est tout? Peut-être que c'est tout. Alors sur un post Facebook, j'ai vu également qu'à un moment Blackmagic annonçait End More. Alors c'est quoi End More? Voilà. Ça c'est pas clair, je ne sais pas. Donc est-ce qu'il y aura plus de formats de fichiers que ça? Peut-être. Est-ce que ça va venir par la suite? Est-ce que ça va être développé? Peut-être. En même temps, je vois pas vraiment ce qui l'empêcherait parce que on est exactement sur la même puce que sur un MacBook Pro, que sur un Mac Studio. À présent, c'est ça qui est fou, c'est que les iPads ou les Macs, c'est exactement la même puce. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose de bridé sur un iPad? Je vois pas bien, à part peut-être éventuellement le fait que ces puces ne sont pas refroidies autrement que passivement, donc il n'y a pas de ventilateur qui permet de les refroidir, donc peut-être qu'elles sont un peu bridées en termes de puissance, mais pourquoi est-ce que ça empêcherait vraiment de traiter certains formats de fichiers vidéo? Je ne vois pas. Bref, ça, on le verra plus tard. Oui, parce que je vous disais pas, ce n'est pas encore sorti, ça va sortir très bientôt. Ils annoncent la sortie pour d'ici fin 2022, donc d'ici en gros 2 mois. Donc on en saura plus et évidemment que je vais le tester dès que ça va sortir, mais pour l'instant, c'est les nouvelles qu'on a données soit via la page Facebook, soit via le site de Blackmagic Design. Ensuite, on nous annonce un support pour les clips qui sont soit directement sur l'iPad, soit dans la Photo Library et iCloud. En gros, tout ce qui est sur l'iPad, puisque en gros, Photo Library, c'est sur l'iPad aussi, et l'iCloud, c'est sur l'iPad aussi, donc en gros, ça veut dire tout ce qui est dans l'iPad. Ça ne manquerait plus qu'on puisse pas monter des clips qui sont sur l'iPad. Et après, il y a marqué Import Clip, donc importer des clips depuis un disque USB-C externe. Ça me gêne un peu moins bien, ça, parce que ça parle de importer des clips. Ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai un petit peu peur que ça veuille dire que, donc on peut effectivement brancher un disque externe sur le port USB de l'iPad, puisque c'est un port USB-C sur l'iPad, mais ça parle d'importer, ça parle pas de lire directement les clips. Et donc si c'est importé, ça veut dire que vous avez besoin d'une grosse mémoire interne dans votre iPad pour pouvoir ensuite importer ces clips depuis l'externe. Si c'est vraiment ça que ça veut dire, si on parle d'importation, vous êtes obligé d'acheter un iPad avec une sérieuse mémoire si vous travaillez sur des projets avec des résolutions de type, je sais pas, même déjà 4K avec des fichiers ProRes, ça prend beaucoup de place. Et donc acheter un iPad avec 2 TB, là on parle de 3000 € quoi, par exemple. Donc bon. Voilà, j'espère vraiment que c'est juste une façon un peu maladroite de dire qu'on peut juste utiliser un disque dur externe et qu'on peut lire les fichiers sur ce disque externe, ce qui serait évidemment beaucoup moins cher. L'avenir nous le dira. Alors ça marche avec le Apple Pencil, avec le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio. Ça, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup, parce que l'interfaçage, tout ce qui est en gros transition entre ce que j'ai envie de faire et ce que l'ordinateur fait, sur un Mac ou sur un PC, ça passe en gros par vos doigts pour taper sur des touches et pour déplacer une souris et cliquer sur des boutons de souris. Ici, on parle d'une surface tactile, donc tout d'un coup, on a des possibilités d'utiliser le multitouch, et là, ça peut être potentiellement très intéressant, parce que ça peut être plus rapide que ce qu'on peut faire habituellement sur un ordinateur. Donc ça, je suis très intéressé de voir comment ils vont utiliser le multitouch, comment est-ce qu'ils vont utiliser l'Apple Pencil. Potentiellement, ça pourrait devenir une meilleure interface. Donc ça, je suis très curieux. C'est probablement, je trouve, l'une des seules choses où je me dis, ah là, c'est peut-être une chose qui serait mieux que sur un ordinateur portable. Mais on en parlera après. Ensuite, on nous parle d'external, donc de faire du monitoring externe, donc d'avoir un moniteur externe avec un Apple Studio Display, avec un Pro Display XDR ou avec un display qui supporte AirPlay. C'est bien, mais évidemment, à partir du moment où on nous parle de la page Color dans sa version intégrale, d'après ce qu'on voit, ça a vraiment l'air d'être la version intégrale de Color, donc on parle d'un vrai travail sérieux professionnel d'étalonnage, on a besoin de pouvoir mettre autre chose que l'Apple Studio Display, qui est peut-être très bien, Pro Display XDR, mais c'est pas ce qu'utilise un étalonneur professionnel. On a besoin d'une vraie sortie monitoring sur un vrai moniteur broadcast externe. Ça, actuellement, il n'y a rien qui permettrait de l'utiliser. On nous parle également du support de l'HDR Display, toujours sur les iPad Pro avec la puce M1 au minimum, et sur un iPad seulement de 12,9 pouces. Et c'est évidemment compatible avec iPad OS 16 ou nouveau, donc il faut évidemment avoir la dernière version de l'iPad OS. Alors est-ce que c'est compatible avec tous les iPads? Alors actuellement ce qu'on sait, c'est que c'est compatible avec l'iPad M2, celui qui vient de sortir, l'iPad M1,
Et les autres, on ne sait pas. Ça n'a juste pas été dit, donc peut-être, peut-être pas. Bon, c'est fort probable que même si c'est compatible, sans la puissance des puces M1 et M2 qui sont vraiment hallucinantes, hein. Ce sont les puces qui sont sur les MacBooks et les Mac actuels. Ces puces sont juste dingues. Donc voilà, est-ce que ça marcherait peut-être? Est-ce que ce serait bien? Sans doute pas. On verra, on verra. Combien ça coûterait cette petite merveille? Eh bien, à la base, comme toujours, c'est DaVinci Resolve, donc c'est gratuit à la base. Et il y aura évidemment une version studio qui sera payante et qui sera environ 95 $, c'est ce qui est annoncé. Il n'y a pas encore un prix fixe qui parle de environ 95 $. Bon, voilà, en gros, ça va tourner là-dedans, donc ça reste très abordable. À présent, qu'est-ce que j'en pense? Bon, déjà, ce que j'en pense, c'est que c'est hallucinant de se dire que maintenant, on peut avoir un vrai logiciel, je veux dire, de niveau hollywoodien, sur un iPad. C'est complètement dingue en termes de technologie, je trouve ça fou que ça existe. Maintenant, est-ce que c'est utile? Et à qui ça peut être utile? Alors, si vous n'avez qu'un iPad, bah oui, c'est génial. Si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, c'est absolument génial de se dire que vous pouvez monter à présent, dorénavant, avec un vrai logiciel professionnel, parce que jusqu'à présent, il y avait des choses que des fois pas mal, il y avait LumaFusion qui était pas mal, mais bon, là on parle pas de la qualité de DaVinci Resolve évidemment. Donc là, l'idée de pouvoir monter avec un vrai logiciel professionnel sur un iPad, si vous avez que ça, c'est super. Si vous avez aussi chez vous un ordinateur pour faire le montage, mais que vous n'avez pas d'ordinateur portable, et par contre que vous avez un iPad, là aussi c'est super, dorénavant vous pouvez effectivement faire des choses en route, ça c'est quand même pas mal. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un iPad pour mettre DaVinci Resolve? C'est évidemment beaucoup plus limité en termes déjà des pages, parce qu'actuellement ce n'est que la page Cut et la page Color. Alors attention, ils annoncent déjà qu'ils sont en train de travailler et que vont arriver par la suite les pages Fairlight et Fusion, ce qui reste absolument dingue. Par contre, il n'y aura jamais la page Edit. Voilà, selon eux, ça n'a pas de sens par rapport à une interface sur un iPad, donc il n'y aura que la page Cut. Donc si vous ne montez que sur la page Edit, ce qui est le cas de moi 90% du temps, et que vous n'avez pas la page Cut, voilà, vous ne l'aurez pas. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez vraiment avoir un vrai DaVinci Resolve complet, là, aujourd'hui, maintenant, c'est que sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Mais même quand il y aura Fairlight et quand il y aura Fusion, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un iPad plutôt que d'avoir un ordinateur portable? Je suis très dubitatif de ça. Personnellement, je ne me vois absolument pas monter toute une journée sur un iPad, c'est absolument pas ergonomique. Je vais pas passer ma journée avec la tête vers le bas, c'est extrêmement mauvais pour les cervicales, vous allez avoir très vite mal au cou, mal au cervical, c'est très mauvais. L'écran est quand même tout petit, on parle de 12,9 pouces, c'est tout petit, donc ça va pas être très rapide. Là vous allez me dire, oui mais on peut le mettre face à soi. Alors oui, on peut le mettre face à soi, mais ça reste quand même assez bas, on doit quand même baisser la tête fort, et ensuite c'est toute la journée monter avec le bras comme ça, là vous allez peut-être plus avoir mal au cervical, ou en tout cas moins, mais vous allez avoir mal au bras à force de travailler sur quelque chose qui est devant vous. C'est pas pour rien que le clavier il permet de reposer les mains et de taper sur les touches, pareil pour la souris. Chaque fois on peut reposer la main. En termes d'ergonomie, travailler une journée complète sur un iPad, ce n'est pas possible. Donc non, ce n'est pas un remplacement pour un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, clairement pas. Mais c'est probablement pas pour ça que ça a été conçu, ça n'a pas été prévu pour remplacer un ordinateur sur lequel on travaille toute la journée. C'est plutôt pour un travail d'appoint, quelque chose qu'on va utiliser quelques minutes par-ci par-là sur la journée quand on a du temps. Mais là aussi je suis dubitatif parce qu'à partir du moment où on a les mêmes puces sur un iPad que sur un MacBook Air par exemple, la différence, c'est juste que l'un est beaucoup plus pratique parce qu'on a un vrai écran plus grand, on a un clavier, et Dieu sait que les raccourcis clavier, c'est ce qui permet de vraiment être rapide sur DaVinci Resolve, et de l'autre côté, on a juste un écran et une interface. Moi, entre les deux, en termes de portabilité, tout de suite, évidemment que je choisis le portable, c'est évident. Vous allez me dire, oui, mais le portable, ça coûte plus cher. Oui, ça coûte peut-être de l'ordre de 300 € plus cher. Honnêtement, dès que vous voulez équiper un iPad un petit peu mieux, à savoir sans doute lui rajouter un clavier pour être un petit peu à l'aise, voire lui rajouter un Apple Pencil, vous avez déjà dépassé le budget d'un MacBook Air de base qui est capable d'une puissance déjà géniale avec la puce M1. Et la différence de poids, alors oui, il y a une différence de poids, entre un MacBook Air et l'iPad, c'est de l'ordre de 800 grammes. Voilà. Est-ce que je veux vraiment me brider en termes de fonctionnalité, en termes de praticité, ça se dit praticité, enfin bref, vous aurez compris ce que je veux dire, uniquement pour gagner 800 grammes lorsque je déplace quelque chose dans mon sac à dos? Moi pas, personnellement moi pas. Peut-être qu'il y a certaines situations où vraiment on a besoin d'être debout par exemple, parce que c'est vrai que travailler debout avec un ordinateur portable, c'est pas très pratique, donc peut-être qu'il y a des moments où tiens, on a besoin d'avoir un iPad en main, et
faire du montage debout. Voilà. Peut-être que vous avez des circonstances qui vous obligent à utiliser ça et pour lesquelles vous vous dites « enfin, ça y est, j'ai ça ». Voilà, personnellement, j'en vois pas. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Quels sont les intérêts que vous voyez, vous, à avoir DaVinci Resolve sur un iPad? Ça m'intéresserait vraiment parce que chacun a des cas complètement différents. On peut utiliser ce logiciel à des milliers de circonstances différentes. Et peut-être que pour vous, vous vous dites, c'est absolument génial. Enfin, je vais pouvoir faire tout ce que je ne pouvais pas faire avec un ordinateur portable. S'il vous plaît, merci, partageons un petit peu chacun nos idées par rapport à ça. Mettez tout ça en commentaire. Ce sera très intéressant et peut-être que ça va me faire complètement changer d'avis. Après tout, j'ai découvert que l'idée de l'existence de DaVinci Resolve sur un iPad il y a une semaine, mais peut-être que je vais complètement changer d'avis grâce à vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là ou à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, voire cliquer sur merci si vous voulez un petit peu m'encourager à continuer cette chaîne. Merci beaucoup et puis je vous laisse entre les mains de cette vidéo qui vous parle de tous les différents settings qu'il y a au sein de DaVinci Resolve. Salut!